bien évidemment avec la sortie dans la presse ce matin chez nos confrères de l'équipe de Jean-Claude Dacier, le président de cette équipe de Marseille, championne de France avec des trophées, et qui en quelque sorte, un an après son éviction, a décidé de régler ses comptes à une semaine du procès qui va s'ouvrir avec l'Olympique de Marseille le 31 mai prochain. Pour revenir sur ce dossier, nous sommes avec Xavier Boukobza, maître Boukobza, conseiller juridique de Margarita Louis-Dreyfus, propriétaire du club. Maître Boukobza, bonsoir. Bonsoir maître. Bonsoir et merci d'être en direct avec nous. Comment réagit officiellement l'Olympique de Marseille, l'actionnaire, à ces déclarations de ce matin de Jean-Claude Dacier? Et l'actionnaire réagit avec étonnement, dirais-je, étonnement parce que après une année de silence, Jean-Claude Dacier a pris soin de parler à quelques jours, vous l'avez dit, de l'ouverture d'un procès qui nous donnera lieu à des explications. Donc avec étonnement, et puis honnêtement, on a trouvé que les propos étaient surtout empreints d'amertume et d'inexactitude. Donc voilà. Ça s'expliquera plus longuement avec lui ensuite. Dans la fameuse interview, il nous explique qu'il a envoyé un texto pour avertir Margarita Louis-Dreyfus de son initiative, enfin de son article d'ailleurs, juste. Oui, c'est exact. Mais si vous voulez, Et il aurait eu la bénédiction, d'après ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, hein, non? Oui, non. La bénédiction, c'est pas exactement le cas. Si vous voulez, heureusement qu'on est dans un système où chacun est libre de parler, lui autant que les autres. Et donc, s'il a souhaité s'exprimer, on en prend acte, il s'exprime, et il a le droit, après tout, de dire ce qu'il pense. Simplement, ce que je vous disais, c'est que c'est étonnant d'en parler à un moment où, effectivement, l'Olympique de Marseille a eu quelques difficultés sur le terrain sportif, comme vous le savez, et puis à quelques jours de l'ouverture de son propre procès, entre guillemets. D'ailleurs, précision, si je peux me permettre, maître Boukobza, oui. Pourquoi tribunal arbitral? On n'est pas devant les prud'hommes, c'était quelque chose qui était inscrit dans son contrat? Alors déjà, Jean-Claude Dacier n'a pas de contrat de travail. Il n'avait pas de contrat de travail avec l'Olympique de Marseille. Il était simplement dirigeant. Il n'était pas salarié de l'Olympique de Marseille. Donc ça n'aurait pas relevé du Conseil des prud'hommes. Et puis, dans le contrat initial, il était prévu, effectivement, qu'en cas de contentieux, ça irait devant un tribunal arbitral. Monsieur Boukobza, entrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien, dans cette interview qui ressemble, plus que ressembler d'ailleurs à un véritable règlement de compte. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vu la saison médiocre réalisée par l'OM, on cherche un responsable. Alors, on sait la situation actuelle du club, on a Deschamps et Nigo qui ne se parlent pas, le président Vincent Labrune qui est au milieu et qui cherche à arrondir les angles, une mauvaise saison, le président actuel qui dit nos difficultés financières, le trou dans la caisse vient de l'ancienne présidence, et l'ancien président qui arrive et qui règle ses comptes. Donc, qui est responsable? Quand lui dit aujourd'hui, mais on peut pas dire d'un côté que j'étais un président pantin, ce que tout le monde disait et ce que Vincent Labrune disait également. Si j'étais pantin, je pouvais pas être responsable de ce dont on m'accuse aujourd'hui. Aujourd'hui, la question que je vous pose, elle est directe. La situation de l'OM aujourd'hui, qui est responsable de tout ça? D'accord. Alors je vais vous répondre parce qu'il y a plusieurs questions, plusieurs points. Il y a la responsabilité, puis l'explication sur le rôle, entre guillemets, pantin qui a pu être employé par certains. Sur la responsabilité, vous le savez, dans un club de football, c'est des cycles. La saison qui suit, on paye toujours, d'une certaine manière, la saison précédente, etc. Évidemment, si le recrutement l'année dernière a été un recrutement relativement faible, on a très largement diminué la masse de recrutement, puisqu'on était à un peu plus de 10 millions d'euros, là où Jean-Claude Dacier avait atteint les quasi 50 millions d'euros sur le mercato précédent. C'était précisément parce qu'on n'avait plus du tout de marge financière, pour pas dire davantage. On a été obligé tant de réduire la masse salariale que de réduire le montant des transferts. Donc à partir de ce moment-là, en effet, la faiblesse, entre guillemets, ou en tout cas, oui, la faiblesse du recrutement, le fait qu'on n'ait pas pu recruter à la hauteur de nos ambitions était évidemment dû à la situation qui nous avait été léguée et à l'héritage tel qu'il était laissé par Jean-Claude Dacier. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas, monsieur Boukobza. Est-ce que il est possible que Dacier ait dépensé de l'argent sans que Vincent Labrune, président du conseil de surveillance, soit au courant? Puisqu'il précise qu'il a un document dans lequel, au-delà de 50 000 euros, il devait avoir signature et contre-signature. C'est un peu surprenant, ça, quand même, non? Oui.
Oui, mais c'est peut-être un peu surprenant, si vous voulez, mais Jean-Claude Dacier, d'ailleurs, est son directeur général de l'époque, c'est-à-dire Véra, Antoine Véra, avait la maîtrise complète de la direction de la société. C'était ils avaient carte blanche. Ils n'avaient pas à rendre de compte. Attention, carte blanche, justement, tout le problème vient de là, c'est qu'ils ils se sont pas soumis, en tout état de cause, aux directives qui leur avaient été données par le conseil de surveillance et notamment aux enveloppes qui avaient été fixées par le conseil de surveillance. Jean-Claude Dacier a très largement dépassé, enfin Jean-Claude Dacier et la direction générale ont très largement dépassé les enveloppes qui leur étaient allouées, tant pour le montant des transferts que d'ailleurs pour les masses salariales. Sous la pression de Didier Deschamps, si l'on en croit aussi les propos de Jean-Claude Dacier qui dit j'avais un entraîneur qui me demandait 20 millions d'euros de transfert pour avoir une équipe compétitive. Alors c'est exactement cela. Quand certains ont parlé d'un président pantin, c'est exactement cela. C'est-à-dire c'est de dire quand on dit je cède à un entraîneur alors que j'ai pas les moyens, en quoi on est un président effectif. On est donc un président pantin. C'est en ce sens-là. Il ne peut pas dire ça comme argument parce que précisément, sinon, il ne serait qu'un pantin. Moi, un truc que je comprends pas, c'est comment on peut céder, Monsieur Boukobza, comment on peut céder à un entraîneur? Il est jamais concerné, l'entraîneur, par les enveloppes financières? On ne cède pas. Didier Deschamps est un entraîneur qui sait écouter les arguments financiers, qui est un entraîneur responsable, et il l'a d'ailleurs montré la saison suivante quand on lui a expliqué la situation financière. Il appartenait à Jean-Claude Dacier de le lui montrer. Didier Deschamps ne nous a jamais poussé à nous à aller dans le gouffre financier si on n'y était pas. Il a toujours été responsable. Alors évidemment, si sur le papier vous demandez à l'entraîneur ce qu'il aimerait, sans doute, il préférerait prendre Tevez à Gignac. Oui. Le problème, c'est que le prix n'est pas le même à l'arrivée. Donc c'est au président, effectivement, de faire des choix, de guider et d'imposer un certain nombre de Ce qui veut dire qu'à aucun moment, et je suppose que ça sera aussi un des grands débats de votre procès la semaine prochaine, à aucun moment le conseil de surveillance n'a été au courant des dépenses qu'engageait à ce moment-là le président Dacier, qu'on lui reproche aujourd'hui. Si, précisément, et quand le conseil de surveillance a été au courant, le conseil de surveillance a réagi et à chaque fois des rappels à l'ordre ont été faits et à chaque fois la direction générale est venue présenter des comptes en disant mais non, pas du tout, ne vous inquiétez pas, on va céder des joueurs qui finalement n'ont pas été cédés, on va réduire de tels montants des telles sommes et finalement on les a pas réduites, etc. C'était un conseil de surveillance qui surveillait pas grand-chose parce que au contraire. Précisément au contraire. Les sommes explosent, on fait venir des joueurs qu'on peut pas payer. Il y a énormément d'accusations dans l'interview de ce matin. Il y a des choses qui tiennent quand même debout et on est là à toujours pas comprendre qui gérait quoi, qui était responsable de quoi dans cette affaire. Si vous voulez, dans une société, ce qui gère, c'est le président et le directeur général. Le conseil de surveillance, il est là précisément pour surveiller. Théoriquement, il doit se réunir 2, 3 fois par an, 4 fois par an. On le réunissait bien plus souvent d'ailleurs à l'Olympique de Marseille. Et il était là précisément, justement, au sein de l'Olympique de Marseille pour vérifier ce qu'on lui disait et éventuellement fixer des grandes lignes. Ce qu'il a fait, mais Vincent Labrune, à l'époque, président du conseil de surveillance, et l'ensemble des membres du conseil de surveillance n'avaient pas vocation, parce que sinon ils auraient outrepassé leur pouvoir, à se substituer aux dirigeants et à aller sur place pour aller régler les questions des transferts. Aucun contrat n'a jamais été signé et n'aurait jamais dû être signé par Vincent Labrune, et heureusement, car sinon il aurait outrepassé ses pouvoirs et c'eût été parfaitement illégal. Donc le aujourd'hui, seul qui avait le pouvoir, c'était Jean-Claude Dacier et à l'époque le directeur général Antoine Véra. Donc aujourd'hui, l'OM n'a plus de sous, l'OM ne va pas pouvoir recruter. L'OM passe le 6 juin devant la DNCG. C'est ça la situation de l'OM aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'OM n'a plus de sous, ça. Oui, il n'en avait plus hier non plus. Comme je dis hier, la saison dernière non plus. La situation est la même. On a un actionnaire qui a toujours fait face à ses responsabilités. On parle de 35 millions d'euros à injecter. Vous confirmez, Maître Boukobza ? On a une situation où, effectivement, il faut qu'on trouve 35 millions d'euros, mais qui ne correspondent pas à 35 millions d'euros d'apport éventuel de l'actionnaire. Mais c'est 35 millions d'euros de la vente de joueurs, alors ? Ça peut venir de la vente de joueurs, ça peut venir de recettes marketing supplémentaires. Alors est-ce que justement à ce niveau-là, je profite de votre présence, Maître Boukobza, est-ce que vous confirmez des négociations avec Sport5 pour 40 millions d'euros de cession de droits marketing et pub qui pourraient vous permettre justement de récupérer cette trésorerie avec cette avance-là de la somme externalisation des Vous confirmez ça, Maître Boukobza ? C'est une des pistes de réflexion, une des discussions. Rien n'est abouti, loin s'en faut pour le moment, et aucune décision n'a été arrêtée, mais c'est en effet une des pistes de réflexion
réflexions sur lesquelles on a réfléchi. Pas pour combler cette somme-là, c'est simplement parce que... Il faut présenter un dossier aussi devant la DNCG quand même le 6 juin, avec un budget oui, tout que à vous fait. pourriez défendre. Oui. Oui, voilà, mais depuis l'époque, si je puis dire, Robert Louis Dreyfus, on a toujours présenté des budgets qui assureraient la pérennité du club, et on continuera cette année. N'ayez aucune inquiétude à présenter un budget devant la DNCG. Personnellement, on n'a pas d'inquiétude, mais c'est surtout pour les auditeurs qui nous écoutent, vous le comprendrez bien. Éric Dimeco, ancien Marseillais. Quelles peuvent être les conséquences là de cet article sur le rendez-vous que vous avez? Donc c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Alors voilà, jeudi prochain, c'est une simple audience de procédure pour le moment, mais c'est effectivement le début, si vous voulez, de la phase du procès. Les conséquences, elles ne sont pas considérables. C'est lui qui a sans doute pensé qu'en faisant un coup d'éclat pareil, il pourrait influencer les juges du tribunal arbitral. Honnêtement, je ne crois pas que les juges soient influencés par un article de presse de la part de Jean-Claude Dacier. Est-il vrai qu'ils auront à juger sur les actes et sur les documents qui leur seront remis. Oui. Est-il vrai qu'il avait un droit de réserve là après son éviction, non? Qu'il y avait comme quoi il devait pas parler, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a tout à fait toute liberté pour parler. Il y a un droit de réserve après qui peut s'imposer à lui-même de par, je dirais, une sorte de retenue. On a toujours bien traité les choses. Enfin bon, après chacun juge ses propres obligations. Non, mais sinon il n'a aucune obligation à ce titre. Non. Que pense Margarita Louis Dreyfus de toute cette ambiance d'un entraîneur et d'un directeur sportif qui ne se parlent plus, d'une situation financière dégradée, d'un classement en championnat pas bon? Comment elle voit tout ça? Margarita Louis Dreyfus, qui est attachée au club, comme nous tous, aurait préféré une ambiance plus sereine, des résultats sportifs bien meilleurs, et puis éventuellement une situation financière à l'équilibre. Ouais, le sens de ma question, c'était plutôt est-ce qu'elle va prendre des mesures, quoi? Non, voilà, précisément, comme Margarita est attachée au club, elle sait que quand on est attaché à un club, il peut y avoir des moments plus difficiles que d'autres. On a connu quelques moments enthousiastes, notamment au moment du titre. On connaît aujourd'hui un moment effectivement un peu plus difficile, tant sportivement que financièrement. Et son attache au club fait en sorte que elle y reste attachée, et que c'est à ces moments-là justement on se rend compte qu'il est important et utile qu'on ait un actionnaire comme celui-ci. Merci en tout cas. Dernière question, jusqu'où peut aller son attachement, maître? Parce que elle peut pas jeter l'éponge s'il y a toujours des problèmes, notamment l'année prochaine, non? Non, jeter l'éponge, sincèrement. Et que je dis jeter l'éponge, c'est-à-dire vendre le club, hein. Oui, non, enfin, c'est vraiment pas une question qui est à l'ordre du jour. Elle a dit qu'elle y était attachée, que ses enfants y étaient attachés, que c'était par respect pour la mémoire de Robert, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment pas c'est pas une question qui est à l'ordre du jour. Il y en a d'autres qui le sont plus, comme justement essayer de réfléchir au transfert pour l'année prochaine et quand même essayer de monter une équipe compétitive dans cette situation-là. Mais le problème Anigo Deschamps ne se réglera pas, on continuera avec cette ambiance un petit peu bizarre au club. Oui, oui, mais si vous voulez, les difficultés sportives dans un club accentuent toujours les difficultés extrasportives, si je puis dire. Quand tout va bien, finalement, quand on gagne, chacun trouve naturellement sa place. Donc il faut essayer de retrouver de la sérénité dans le club, que l'équipe refonctionne et que les résultats sportifs reviennent. Ensuite, vous verrez, il y aura plus de grandes difficultés, puis tout le monde, si ce n'est, s'entendra bien. C'est pas nécessairement le cas, mais en tout cas, les difficultés humaines se feront bien moins grandes. Merci beaucoup, maître Boukobza, d'avoir été avec nous, conseiller juridique de Margarita Louis Dreyfus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. On va faire bien évidemment le débrief de ce que vous venez d'entendre, les supporters de l'OM. On va saluer François depuis l'Oise.